Et on va parler de notre cerveau avec le docteur Albert Moukébert. Bonjour. Bonjour. Notre cerveau parce que, comme le dit le titre de votre livre, il nous joue des tours. C'est ça. Alors en même temps, en lisant en tout cas déjà dans l'introduction, vous expliquez quand même qu'on peut voir ça de deux manières parce que à la fois il nous joue des tours, ça peut être un handicap, mais en même temps c'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est ce qui fait notre force par rapport aux machines. Parce que nous, on est capable de vivre dans une certaine approximation, ce qu'une machine ne peut pas faire. Exactement. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, maintenant, les recherches, des personnes qui font des recherches sur les machines et les robots, ils sont en train d'introduire des approximations sur les machines pour qu'elles puissent fonctionner, quitte à faire des erreurs, Ouais. mais d'une manière plus rapide et plus efficace. Donc, Ouais, parce que la machine, elle a quand même besoin d'informations précises. Ouais. Nous, en fait, à partir de pas grand-chose, on approxime et ça marche relativement bien. la preuve, on est quand même là depuis très très longtemps. Ah bah oui, mais surtout, on est là depuis très très longtemps alors qu'on n'est pas construit vraiment pour. On ne peut pas voler, on ne peut pas courir très vite, on n'a pas de carapace, on n'a pas de méthode de camouflage. Mais on s'est adapté à tout, ou presque. On peut approximer une adaptation. Ouais. Alors, vous êtes docteur en neurosciences, en psychologie, donc le fonctionnement du cerveau, à la fois, je dirais, sa partie mécanique, mais aussi sa partie théorique, c'est votre truc à vous. C'est un peu pour ça que j'ai fait le double cursus. J'ai commencé par des études de psychologie et les modèles théoriques ne me paraissaient pas assez solides. J'avais envie vraiment de voir est-ce que ça se projette bien sur le cerveau et du coup j'ai fait des neurosciences. Alors, le sujet pourrait paraître un petit peu compliqué, mais vous arrivez à le rendre ludique à travers toute une série d'exemples, et pas des exemples qui sont forcément très proches de nous dans le temps. Vous allez rechercher des expériences qui datent de l'après-guerre, quoi. En fait, on appelle aujourd'hui de la discipline les sciences cognitives, et les sciences cognitives, c'est plusieurs disciplines qui essayent de comprendre l'appareil psychique humain. Donc c'est de la sociologie, de la philosophie, de l'anthropologie, de la linguistique, des neurosciences et de la psychologie clinique. Donc j'essaye d'apporter tout ce qu'on a pu savoir sur l'appareil psychique humain depuis des années, 60, un truc par là, 60, 70. Il y a un truc évidemment qui occupe une place très importante, et on en parle beaucoup en ce moment dans plein de domaines très différents, ce sont les biais. Oui. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un biais, et singulièrement un biais cognitif dans ce cas-ci? Alors un biais cognitif, c'est une sorte de ces raccourcis, ces approximations dont on parlait, quand ça marche pas très bien. On appelle ça un biais cognitif. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, il y a beaucoup de livres sur les biais cognitifs qui le font très bien. Moi, la nouveauté que j'ai essayé d'apporter, c'est de se demander quand est-ce que ces approximations risquent de nous berner. Et donc, par exemple, certains exemples que je mets en évidence, par exemple le stress. Quand on est stressé, le stress aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a une nouvelle étude qui est sortie, genre 3 personnes sur 4, ou un truc comme ça, un pourcentage très élevé de personnes sont touchées par le stress. Comment est-ce que le stress modifie ces approximations et à quel piège est-ce qu'on risque de faire face ou dans lesquels on risque de tomber et quel biais cognitif donc s'active quand on est stressé ou quand on a un raisonnement motivé ou quand on est en dissonance cognitive. Et donc c'est vraiment le pourquoi du comment qui m'intéresse. Et on n'a pas tous la même réponse par rapport à ces biais cognitifs, parce que vous parliez du stress justement. Le stress, c'est pas forcément inutile. Je crois que vous faites référence à l'animal qui a un coup de stress parce qu'il a entendu du vent ou quelque chose bouger. Celui qui va s'enfuir peut-être pour rien, il sauve sa vie. Celui qui va rester sur place, peut-être il est mort. Effectivement, le stress peut être très bon, mais même pour regarder dans un truc beaucoup plus proche, si moi je dois faire une interview à la radio, il vaut mieux que je sois un peu stressé 5 minutes avant, parce que ça me donnait un tonus musculaire, ça va me permettre d'envoyer la voix pour que j'ai l'air clair et réveillé, tout ça. Alors que si je stresse pas du tout, je rentre et je suis genre oui salut, ça va. C'est pas aussi ce sera pas la tonique. même ambiance. Par contre, si je stresse une semaine avant l'interview, le jour de l'interview arrivé, je serais probablement en panique et je pourrais pas aligner 2 mots. Donc c'est la temporalité, la nature aussi, et c'est cette nuance qui est importante. Et puis l'idée de comprendre aussi le stress et les biais, etc., c'est justement de pouvoir mieux les gérer aussi, pour mieux les vivre soi-même. Tout à fait. D'ailleurs, je suis aussi clinicien. J'ai travaillé 10 ans en psychiatrie. Je continue mon activité clinique à Paris où je consulte mes patients. Et c'est vraiment dans ce but. Et la thérapie que j'utilise s'appelle de la psychoéducation, où j'essaie d'expliquer aux personnes quels sont les tenants et aboutissants du fonctionnement du cerveau et de l'appareil psychique humain pour essayer qu'ensemble, on puisse développer des stratégies où ils peuvent changer ce qu'ils veulent changer en eux et où je peux les accompagner dans ce travail. C'est pas simple. C'est facile à dire, c'est facile à lire, mais c'est pas simple à mettre en œuvre, évidemment. Oui, non, c'est pas simple du tout. Et c'est pour ça aussi que je voulais conserver la complexité du sujet sans faire compliqué, que ça soit simple mais pas simpliste. Parce que, effectivement, il y a aussi beaucoup de personnes, notamment dans les self-help et tout ça, qui vont promettre de débloquer votre créativité en 2 heures, devenez qui vous voulez être en 100 pages. Et je mets un avertissement au début du livre et au début du dernier chapitre où j'explique que ça va pas se faire vite. Vous mettez aussi en garde contre les manipulations, justement, notamment, c'est pas
dit de manière super explicite, mais moi c'est comme ça que je l'ai pris, par rapport au mouvement sectaire, etc., où on se sert de ça quelque part pour faire avancer les gens. Bien sûr, les politiques identitaires, où on va essentialiser les gens à un seul critère, que ce soit leur religion, leur couleur de peau, leur classe sociale, et comment cela, là aussi, binarise le monde, aplatit sa complexité, alors que c'est sa complexité qui le rend vraiment intéressant. Il y a un truc qui est marrant aussi, c'est le côté moyen de défense. Donc, où l'être humain n'aime pas se faire berner, et donc quelque part, ces biais, j'ai oublié le nom que vous utilisez, mais vous allez sûrement pouvoir replacer ça, on va trouver une bonne raison d'avoir fait les choses, même si on a le sentiment de se faire berner. C'est le biais fondamental d'attribution, c'est un peu le grand-père de tous les biais, c'est qu'on juge les autres sur leurs actions, mais on se juge sur nos intentions. Donc par exemple, s'il y a une queue et quelqu'un coupe la queue, je me dis quel salaud pour qui il se prend, il coupe la queue. Et s'il y a une queue et moi je coupe la queue, je me dis c'est pas grave, je suis en retard, j'ai jamais fait ça, ça va, qu'il me lâche, c'est juste une personne, c'est pas la fin du monde, il y a pas mort d'homme. Parce que nous on a accès à nos intentions, donc on peut se trouver des histoires à se raconter pour que nos gestes et nos actions soient innocentes quelque part. On n'a pas accès aux intentions des autres, on voit juste leur comportement et donc on va les juger. Et on fait ça aussi avec les autres, dans les mouvements sociaux. Je vois des gens qui manifestent et je me dis « Ah, ils ne font que se plaindre ». Et quand il y a une cause qui est importante pour moi et moi je manifeste, je me dis « Mais pourquoi est-ce que les autres ne sont pas en train de manifester avec moi ?» On a tout le temps cet aller-retour, on n'a pas accès à l'intention des autres et donc on les juge beaucoup plus facilement qu'on se juge soi-même. Le truc le plus idiot, mais je pense que tout le monde a dû tomber dedans au moins une fois, c'est de s'acheter un smartphone dernier cri très cher, qui n'est peut-être pas forcément le meilleur, sauf que comme il est le plus cher, il est fatalement le meilleur pour soi. C'est tout le principe du marché de luxe. C'est la même chose quand quelqu'un achète un sac à 10 000 euros, des chaussures à 3 000 euros, un costard à 7 000 balles, juste parce qu'il y a une étiquette dessus. Et ça a aussi les fonctions des statuts sociaux qu'on acquiert. Je sais plus qui a dit, si on n'a pas une Rolex à 50 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Pas de chance. Voilà, pas de chance. J'ai encore de la marge, mais je pense que je vais la rater quand même. Et tout ça, c'est encore dans ces récits qu'on se raconte, qui sont complètement inventés, mais auxquels on décide de se plier volontairement pour faire société. Alors, quand vous avez écrit Votre cerveau vous joue des tours, qui vient donc de paraître chez Alary Éditions, vous aviez comme but, comme intention de permettre aux gens de donner des clés pour que les gens puissent petit à petit arriver à se décoder, ou bien il y avait aussi un aspect un peu ludique quelque part là-dedans? Surtout, il y avait un aspect pédagogique. Je voulais essayer de reprendre ces sujets. Il y a une sorte de vague de neuro. Sur le cerveau, il y a du neuromarketing, neuroleadership, neurocréativité. Et souvent, c'est hyper simplifié, comme le cerveau gauche créatif, le cerveau droit analytique, où on utilise 10% de notre cerveau. À part, il faut dire que c'est complètement faux, en fait. Oui, c'est complètement faux. C'est un non-sens total, ou qu'on utilise 10% de notre cerveau, non-sens total. Et moi, en tout cas, je m'inscris dans une lignée de scientifiques plutôt anglo-saxons, comme Richard Feynman ou Carl Sagan, des années 60, 70, 80, qui arrivaient à populariser la science sans compromettre sa complexité, sans compromettre ce qui la rend intéressant. Et c'est vraiment parce que le cerveau est complexe qu'il est intéressant. Quand on le binarise, ou bien c'est ça qui rend l'humain intéressant. Quand on fait des tests de personnalité, on divise tout le monde en 4 couleurs ou en 4 types. Je trouve ça triste. Et la motivation principale du livre, c'était vraiment d'essayer de faire quelque chose qui soit accessible. Et je considère que c'est ma responsabilité de rendre accessible. Je déteste quand on déplace la responsabilité sur l'autre, genre les gens ne comprennent pas parce qu'ils sont bêtes. C'est ma responsabilité de rendre accessible quelque chose sans compromettre sa complexité. Est-ce que on avait établi déjà beaucoup de bases théoriques qu'on est venu vérifier par des examens médicaux au fil des années, mais on a déjà établi des bases il y a très longtemps, qui étaient parfois, fausses. Qui étaient fausses. Quand on revoit les expériences, c'était de 1000 grammes, c'est ça, où on donne des charges électriques de plus en plus fortes. C'est des choses qu'on pourrait encore se permettre aujourd'hui de faire ce genre d'expérience. On ne peut pas vraiment se permettre l'expérience, non, ce serait difficile. Les comités éthiques essaient très bien d'ailleurs, ou bien l'impuissance acquise où on électrocutait les chiens, etc. On ne peut plus le faire. Mais on a d'autres manières d'explorer que 1000 grammes n'avait pas. Et d'ailleurs, par exemple, même l'expérience de 1000 grammes, elle est hyper critiquée parce que ce fait de pouvoir permettre à quelqu'un de faire des chocs électriques dans un laboratoire à Stanford, je pense, les participants, on pense qu'il y a un biais expérimental dans ce cas-là où les gens savaient quelque part qu'ils étaient en train de tuer personne, parce que ce serait complètement absurde de croire qu'on est en train de laisser un scientifique tuer des gens dans une université. Et donc ça, c'est un trou méthodologique et les gens ne sont pas aussi obédients qu'on croit. On fait encore des expériences dans les universités aujourd'hui ? On fait encore des expériences, malheureusement un peu moins pour des raisons comme toujours économiques. C'est que
Il y a deux types de recherche. Il y a la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale est très importante pour faire des modèles théoriques qui essayent d'expliquer le monde. Parce que les principes de la science, oui, c'est la prédictibilité, de faire un modèle et après de le comparer. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de fois, quand on veut financer des recherches, la première question qu'on va vous demander, c'est à quoi ça va servir. Et malheureusement, beaucoup de fois, la science ne sert pas à grand-chose. C'est de la science pour la science. Mais sur les 10 fois où ça n'a servi à rien, il y a 2 fois où ça sauve le monde. Oui, et surtout après coup, je sais pas, les infrarouges, quand on les a découverts, ça servait à rien. Et on s'est jamais dit que 40 ans plus tard, on va faire des télécommandes, on va faire plein d'autres choses. Et c'est un peu la même chose. Malheureusement, encore une fois, on est dans une logique d'économie axée sur les gains. Et effectivement, un chercheur en France, les salaires sont indécents. C'est indécent. Et alors, il y a tout ce qui est imagerie médicale qui aujourd'hui permet quand même d'explorer de manière très différente aussi les comportements. Oui, avant, en gros, quand on voulait explorer le cerveau, on attendait que quelqu'un ait un accident ou quelque chose et on voyait quelle fonction est-ce qu'il perdait. On se disait, c'est probablement ça. Et effectivement, avec les avancées technologiques, mais qui souvent là aussi coûtent cher, on est capable d'étudier des cerveaux de personnes saines, etc. Le problème, on revient à ce même problème économique, c'est que ces recherches, en grande partie, sont en train maintenant d'être faites dans le privé. Le privé qui ne met pas à disposition tout le temps ses résultats. Donc, et la science est faite pour être collaborative. C'est pour ça que je travaille beaucoup pour Open Science, pour que toutes les données scientifiques soient accessibles gratuitement à tout le monde, pour qu'on puisse refaire ça. Et donc, c'est ça aussi l'importance de la recherche publique, c'est qu'elle appartient au domaine public. Alors, la vulgarisation, c'est quand même le but de votre livre. Hein. Oui. Votre cerveau vous joue des tours. C'est à la fois scientifique et en même temps pédagogique. Et donc, c'est accessible. C'est signé Albert Moukébert et c'est donc paru chez Alary Édition. Merci. Merci beaucoup.